Chaque année, 10 000 ouvriers asiatiques meurent dans la péninsule arabique dans l'indifférence générale. Plus de la moitié de ces décès demeurent inexpliqués. Passeports confisqués, violences physiques ou psychologiques, absence de salaire, d'horaire de travail. Ces immigrés vivent un enfer qu'a pénétré nos deux invités ce soir. Bonsoir messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Sébastien Castelier et Quentin Muller. Et vous publiez Les esclaves de l'homme pétrole aux éditions Marchiali. Cet ouvrage, vous avez passé ces 5 dernières années à sillonner la zone. Ces hommes, ce sont des esclaves. Bonsoir. Ces hommes, ce sont dans certains cas des esclaves modernes, dans d'autres cas, ce sont des employés comme vous et moi. Mais effectivement, dans un certain nombre de cas, il y a des pratiques en vigueur qui relèvent de l'esclavagisme moderne. Alors, Quentin, vous vous êtes rendu dans la zone industrielle de Doha. C'est un lieu isolé où sont, on peut dire, parqués 400 000 ouvriers, dont ceux qui vont construire les stades de la Coupe du Monde. Vous y avez découvert des hommes non seulement exploités, mais aussi affamés, intoxiqués par une eau croupie qu'on leur sert en permanence. Dans quel état vous les avez trouvés et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Moi, j'ai découvert quelque chose que je ne pouvais pas imaginer de la part du Qatar en me rendant là-bas. C'est-à-dire qu'on est loin de Doha, de cette capitale avec un urbanisme idyllique, de ces rues verdoyantes, de cet urbanisme un peu Disneyland. On est dans une zone où on parque 400 000 travailleurs asiatiques africains. Il n'y a pas d'occidentaux, il n'y a pas d'arabes. C'est seulement des travailleurs, des ouvriers, des agents de sécurité majoritairement. Et sont des hommes, majoritairement des hommes, qui vivent dans des logements qui sont insalubres, où il y a des pannes de climatisation qui sont régulières, donc qui vivent sous 35 degrés. Il y a des puces de lit. J'ai découvert des marchés à déchets, les kachara market. Donc, ce sont des travailleurs qui n'ont pas les moyens de manger tous les jours à leur faim. Donc, ils vont acheter des produits périmés qui sont récupérés dans les poubelles et qui sont vendus illégalement dehors. Ce sont des gens qui vont se shooter le soir également, des travailleurs qui vont se shooter le soir pour oublier leurs conditions de paria. Et voilà, et donc on se rend compte, au fur et à mesure des reportages, des rencontres, que rien n'a changé en fait dans les conditions de travail au Qatar, alors que le Qatar avait promis qu'il allait avoir des améliorations. Vous en parlez, mais en fait, ces ouvriers ont pour la plupart payé pour pouvoir venir dans ces pays et travailler. L'immense majorité d'entre eux ont payé ce qu'on appelle des frais de recrutement. En moyenne, c'est environ 1 000 $, mais pour un travailleur népalais qui vient d'une campagne au Népal, 1 000 $, c'est une somme énorme. Et souvent, ils ont vendu un animal de ferme, ils ont vendu la maison familiale, ils ont vendu des terres pour pouvoir financer leur migration, pour pouvoir s'acheter un job au Qatar. Et ensuite, quand ils arrivent au Qatar, ils doivent rembourser ce montant. Et donc, même en cas d'exploitation, même s'ils se transforment en esclaves modernes, ils doivent continuer à travailler pour rembourser son montant dans leur pays d'origine. On comprend bien ce qui va les emprisonner. On se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas voir leur ambassade s'adresser à quelqu'un pour expliquer ce qui leur arrive ? Mais il y a une pression politique sur leur ambassade. C'est-à-dire que l'ambassade ne peut pas taper du poing sur la table et dire aux autorités qataries « Maintenant, vous allez traiter mieux nos ressortissants ». Pourquoi ? Parce que le Qatar peut fermer l'ambassade, par exemple, du Népal, si l'ambassadeur népalais n'est pas content, et faire venir des travailleurs qui viendront d'Inde, du Pakistan et du Bangladesh. Parce et que donc, cette main-d'œuvre, elle mesure quoi dans l'économie du Népal ? mais c'est un quart du PIB. Enfin, les envois d'argent de la main-d'œuvre qui vit à l'étranger au Népal, c'est un quart du PIB. Donc c'est énorme. Donc le Népal ne peut pas se permettre ça. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une espèce de schizophrénie pour les ambassadeurs de à la fois essayer de protéger leurs ressortissants et aussi garder une bonne relation diplomatique avec le Qatar. Alors on en vient aux promesses du Qatar. Une fois qu'ils ont obtenu l'organisation de la Coupe du Monde, ils ont dit qu'ils avaient fait des efforts pour protéger ces salariés justement dont on use le corps s'ils sont blessés. On sait que la plupart ne sont pas assurés quand ils arrivent. Le Qatar les aide ? Alors moi, dans la zone industrielle, je suis allé dans certains camps et j'ai découvert dans certaines chambres des travailleurs qui étaient alités, qui étaient blessés suite à un accident du travail et dont les employeurs ne voulaient pas payer les frais médicaux. Alors que dans la loi qatari, l'employeur, en cas d'accident du travail, se doit de payer tous les frais médicaux à son employé. Et ça n'est pas toujours le cas. Pas le cas parce qu'il y a ce rapport de dépendance qui fait que le salarié se trouve de facto démuni. Il y a un rapport de domination économique, c'est-à-dire que ces travailleurs étrangers, notamment ceux qui touchent des faibles salaires,
n'ont pas les moyens de payer une hospitalisation par leur propre chef au Qatar. Ils n'ont pas d'assurance santé. Les employeurs sont effectivement obligés de fournir des assurances santé à leurs travailleurs. Mais ce n'est pas toujours le cas. Bien souvent, ils ne le font pas. Vous décrivez dans cet ouvrage un système qui n'est pas propre au Qatar, mais à l'ensemble de la péninsule arabique. Et puis, vous expliquez que la profession de domestique, qui est uniquement réservée aux femmes, est la plus dangereuse. Elle est de très très loin la plus dangereuse. Les travailleurs de la construction sur les stades ont été beaucoup médiatisés. Mais la problématique la plus importante, c'est pour les travailleuses domestiques qui sont enfermés dans les maisons, qui n'ont pas accès au monde extérieur, qui vivent à l'intérieur des foyers et qui font face à une violence qui est inouïe. Dans le livre, on parle de ces travailleuses domestiques qui sont forcées de travailler 12, 15, 18 heures par jour, qui sont très souvent payées tous les 6 mois, par exemple, qui n'ont pas à manger à leur faim. On leur donne... Battues, parfois violées. Voilà. Battues, parfois violées. On leur donne 1 à 2 repas par jour. On les fait dormir par terre, par exemple, au pied du lit des enfants. Et elles font face effectivement à une violence, à une discrimination raciale, dans certains cas, qui est inouïe. Si je peux ajouter une petite anecdote, on avait rencontré un couple de diplomates français qui vivaient au Qatar et qui faisaient des visites de maisons avant de s'y installer. Et il y avait toujours ce petit placard mis à disposition de l'appartement. Et ils ont demandé à l'agent immobilier, mais à quoi sert ce petit placard ? C'est là que vous mettez votre domestique. C'était ça la réponse. Alors, le Qatar, c'est l'un des rares pays à avoir aboli la kafala. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? La kafala, c'est un mécanisme juridique par lequel l'État déleste la responsabilité de la gestion des travailleurs étrangers sur l'employeur. C'est-à-dire que l'État donne tout pouvoir à l'employeur dans la gestion de sa main-d'œuvre. Et c'est un système qui est très pervers, dans le sens que si l'employeur décide effectivement de respecter les droits de l'homme, respecter les droits du travail, alors tout se passera bien. Et c'est dans ces cas-là que la migration se passe bien. Par contre, si l'employeur décide d'abuser de ses employés, de les faire travailler 15 heures par jour, par exemple, de payer les salaires en retard, etc., il y est autorisé. Il n'y est pas forcément autorisé, mais il a le pouvoir. Il a le pouvoir entre les mains. Et il y a un élément qui est très important, qui s'appelle le droit de déclarer son employé en fuite. Un employeur a le droit, d'un clic dans une application, de déclarer son employé comme étant en fuite. Et à la suite de ça, l'employé se retrouve dans une situation illégale dans le pays. Donc c'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression. On en termine. Je voudrais peut-être qu'on s'arrête sur cette anecdote que vous me racontiez d'un homme qui a passé 35 ans sur les chantiers. Ashraf, oui. Ashraf. Ouais. C'est terminé, il va rentrer chez lui. Et qu'est-ce qu'il vous dit ? Il s'appelle Ashraf. Bientôt, il va rentrer chez lui en Inde, effectivement. Il est proche de la retraite. Il a passé 35 ans, comme vous venez de le dire, à construire les pays du Golfe. D'abord aux Émirats arabes unis, puis ensuite au Qatar. Il a dédié sa vie à construire les pays du Golfe. Et aujourd'hui, sa première interrogation, ça n'est pas de savoir comment va-t-il financer sa retraite, c'est de savoir comment va-t-il vivre avec sa femme sous le même toit. Parce qu'en fait, il ne connaît pas sa femme, il ne connaît pas ses enfants, ils n'ont jamais vécu ensemble. Et il est inquiet, il ne sait pas comment appréhender cette situation. Et c'était une anecdote qui m'a beaucoup touché, parce que ça permettait de se rendre compte que ce n'est pas que des violences, ce n'est pas que des abus, mais c'est aussi des vies émotionnelles qui sont très compliquées. Et déracinées. Et déracinées. Merci beaucoup Merci d'avoir à vous. été avec nous, Quentin Müller et Sébastien Castelier. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Les esclaves de l'homme pétrole, et c'est aux éditions Marchelli. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci.